la taille qui est la vôtre conjugue une approche ESG avec les problématiques que vient d'évoquer Gabriel Zucman, c'est-à-dire des grandes multinationales cotées pour lesquelles l'optimisation fiscale est plutôt une pratique assez répandue, on va dire. Alors, pour répondre à votre question, d'abord, si on regarde fondamentalement, est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs financiers intègrent pleinement la question des inégalités sociales dans la priorité de leurs investissements? Enfin, je pense qu'il faut être très clair, il faut être honnête, la réponse est non. Au contraire, on peut assez largement considérer, il y a beaucoup de travaux académiques qui l'ont montré, qui est que la financiarisation des économies depuis une trentaine d'années s'est accompagnée, c'est coïncident, corrélé à une augmentation des inégalités sociales dans l'ensemble des démocraties libérales. Donc aujourd'hui, je partage totalement ce qui a été dit par Alexis au début. Autant moi j'ai le sentiment que le système financier progressivement et certainement pas assez vite commence à avancer un peu plus sur les questions environnementales, autant aujourd'hui la question sociale est quand même assez éloignée de beaucoup de choses qui sont faites par des acteurs comme nous le sommes ou par nos pairs. Alors pour répondre à votre question, aujourd'hui fondamentalement, qu'est-ce qu'on fait ou comment on voit la question sociale arriver? Je pense que ce qui est vraiment une nouveauté, mais vraiment une nouveauté réelle, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez un dialogue avec des grands investisseurs pour lesquels nous sommes des gérants, vous avez maintenant une prise de conscience que la question des inégalités sociales est un sujet qui les concerne. Et ça passe par la macroéconomie. Donc ça, je pense que Gabriel Zucman le montrerait beaucoup mieux que moi, mais fondamentalement, aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de prise de conscience qu'un niveau d'inégalité sociale qui est vraiment trop élevé et insoutenable a un impact sur la cohésion des sociétés dans lesquelles les investisseurs opèrent et donc derrière est un enjeu macroéconomique pour eux qui est évident. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont du coup en capacité d'agir là-dessus, puisque c'est de la macroéconomie, mais... C'est la bonne question, parce que d'abord, d'un point de vue macroéconomique, ça veut dire aussi qu'il faut se reposer d'abord la question des indicateurs, c'est-à-dire à force de regarder les pays uniquement par le PIB, les ratios dette sur PIB ou autres, typiquement, il faut peut-être aussi avoir d'autres indicateurs macro dans la manière dont on essaie de penser les situations économiques. Donc nous, on a commencé à s'équiper maintenant en se créant par exemple un indice d'inégalité sociale dans l'ensemble des pays de l'OCDE qu'on regarde en plus des autres indicateurs traditionnels, qui est un indicateur qui assemble beaucoup de choses, mais qui est un peu plus compliqué que ce que peut faire le Gini, par exemple, de l'OCDE. Et puis après, la question, c'est celle que vous posez, c'est-à-dire ensuite en micro, c'est-à-dire dans les politiques d'investissement, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui peut être fait. Alors, ce qui, on va dire, se faisait le plus jusqu'ici, ça se faisait beaucoup à travers des politiques d'engagement. Donc, par exemple, nous, on a mené une politique depuis plusieurs années d'engagement vis-à-vis des grands groupes dans lesquels on investit sur la question du salaire décent. Donc, vraiment, que eux-mêmes versent à leurs salariés ou vis-à-vis de leurs fournisseurs. Mais d'une certaine manière, c'est probablement très insuffisant. Et la question, c'est comment on fait vraiment de l'intégration de la question sociale, donc du S de l'ESG à l'intérieur des politiques d'investissement. Du coup, on est bien d'accord qu'au-delà, alors par exemple la question fiscale qu'évoquait Gabriel Zucman, est-ce que vous la regardez et de cette façon-là, c'est-à-dire est-ce que vous exigez un reporting pays par pays, par exemple? Alors, bon, je vais pas faire le truc classique qui consiste à dire le jour où on aura des données, on pourra faire, parce que c'est toujours un très grand classique, cette réponse-là. Donc, je pense qu'effectivement, si on avait plus de données, par définition, on pourra mieux faire, mais bon, fondamentalement, c'est uniquement une question de données. Donc, ce que nous, on commence à faire, en tout cas, on a commencé à le faire dans un objet qu'on a lancé cette année, qui est un fonds qui est consacré à la réduction des inégalités sociales et qui a pour objet de sélectionner les entreprises. Donc, on prend l'univers coté mondial, donc, pardon pour la technique, mais le MSCI World, donc les 3050 plus grandes entreprises du monde. Et puis, ce qu'on va regarder à l'intérieur de ça, c'est les pays dans lesquels elles opèrent et on va on s'est fabriqué une méthodologie pour noter les entreprises selon qu'on considère qu'elles participent à la réduction des inégalités sociales dans leur pays d'origine. Et ça, par exemple, ce qu'on va regarder comme critère de manière très directe, on va regarder le taux facial d'impôt, donc ce qu'elles devraient payer par rapport au taux réel. Et selon la différence qui va être, selon le résultat, on va plus ou moins mal noter les entreprises. Ça aboutit à quelque chose d'assez immédiat, c'est qu'ensuite on va filtrer l'univers d'investissement à l'aune de ces critères-là, ce qui veut dire par exemple que dans l'univers d'investissement de ce fonds, tous les GAFAM sortent.
Donc, ils ont beau être bien notés environnementalement pour d'autres critères. Nous, au titre du critère S, et notamment, évidemment, au titre là, de la question fiscale, ils ne passent pas et donc ils n'intègrent pas l'univers d'investissement. Donc ça, c'est un exemple de méthodologie. Après, est-ce qu'on l'intègre dans la totalité de la politique d'investissement de la maison et dans l'ensemble des fonds? La réponse est aujourd'hui non, parce que c'est une question aussi progressive. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, si on regarde les marchés, l'évolution des marchés, quand vous essayez de regarder, est-ce que le facteur S, il a un impact sur les prix, c'est-à-dire dans la valorisation des boîtes? Aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, c'est comme il y a une demande des investisseurs pour des approches qui intègrent de plus en plus ce facteur S, on commence à avoir un impact sur les prix. Concrètement, très pratiquement, ça veut dire quoi? C'est aujourd'hui, si on fait un portefeuille où on va être long des entreprises les mieux notées au titre du S selon notre méthodologie générale et short, pardon pour l'anglicisme, les entreprises les moins bien notées. En gros, notées. que vous gardez en portefeuille les entreprises les mieux notées sur le critère S et que vous vendez pour les non-initiés très rapidement celles qui ne le sont pas. Plus simplement, aujourd'hui, on voit que ça génère de la performance. Donc ça, c'est pas pour raconter l'histoire en disant c'est formidable, on va réconcilier tous les mondes. Ce que ça montre juste, c'est qu'il y a un effet de demande aujourd'hui. C'est-à-dire que les investisseurs s'intéressent de plus en plus à des entreprises qui ont un profil plutôt mieux noté d'un point de vue social, avec toutes les limites méthodologiques des approches qui existent aujourd'hui. Et ça a un impact sur les prix. Et donc, d'une certaine manière, c'est le prémisse d'un début de notre nouvelle, parce que ça avait commencé depuis assez longtemps sur les questions environnementales. Ça a aidé à faire évoluer progressivement le système financier en direction de faire plus en matière environnementale, même si encore une fois, on est très loin du compte. Et donc là, on sent le prémisse de la chose sur le facteur social et on le sent de manière très claire depuis 2-3 ans et c'est très largement accéléré par la crise qu'on est en train de vivre. Avant de passer la parole à Aurélie Baudouin, donc pour résumer aujourd'hui, si on veut construire donc, la méthodologie que vous avez construite sur ce fonds qui est non seulement innovant, mais qui date simplement de quelques mois, vous avez combiné donc, un critère d'indicateur autour de l'impôt. Est-ce que vous combinez des écarts de salaire, par exemple, ce qu'on appelle le P ratio en bon français, des écarts de rémunération? Est-ce que c'est vraiment la combinaison d'un certain nombre de critères sociaux qui vous permettent d'établir cette note ou c'est juste l'impôt? Non, c'est la combinaison de beaucoup de critères. En fait, le pari de cet objet-là, c'est d'essayer de vraiment sélectionner les entreprises selon qu'elles participent à la réduction des inégalités sociales dans le pays où elles opèrent. Donc, c'est pour ça qu'on fait à la fois une note pays et une note entreprise. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de sélectionner des entreprises qui essaient de faire mieux, entre guillemets, ou d'améliorer les choses par rapport à leur géographie d'opération. D'une certaine manière, si vous êtes suédois, il faut être encore meilleur que si vous êtes faut être encore meilleur par rapport au territoire d'origine. Et ensuite, la note qu'on va construire pour les entreprises, ça va être effectivement le croisement de beaucoup de choses. Donc, vous avez mentionné le ratio d'équité, mais pas uniquement. Typiquement, on va regarder est-ce qu'il y a participation des salariés, est-ce que les salariés sont intéressés directement à la profitabilité de l'entreprise. Donc, est-ce qu'il y a des modes de participation et d'intéressement? Est-ce qu'il y a participation des salariés à la gouvernance? Donc, tout un ensemble de critères qui ne sont pas uniquement liés à la fiscalité. Enfin, la dimension fiscale est quand même importante, parce que la meilleure manière de participer à la réduction des inégalités sociales, c'est probablement encore de payer ses impôts. Donc, c'est un élément important. Et ses salariés. Oui, mais je rejoins Gabriel Zucman là-dessus. Je veux dire, à la fin, je pense que le secteur financier a des responsabilités dont il ne doit pas se départir. Mais fondamentalement, c'est traiter la question des inégalités sociales et de la redistribution. C'est aussi peut-être avant tout un enjeu politique. Mais néanmoins, on peut essayer d'accompagner les choses de cette manière-là.